Bonjour à tous et bienvenue sur Autopsie. Merci d'être avec nous. Euh, je m'appelle Nina, je suis psychologue et si vous êtes là, j'imagine que vous avez déjà vu les 5 épisodes précédents. Peut-être pas, peut-être vous arrivez ici. Il n'y a pas de souci, vous pouvez raccrocher au wagon. Oui, parce qu'on dit wagon en Belgique et pas wagon. Et, euh, et donc je suis psychologue, systémicienne. Je le précise parce que je vais faire la réaction de cette vidéo en thérapie de Arte, où c'est un psychanalyste qui en plus est psychiatre, psychanalyste. Et donc voilà, la systémique, c'est une autre manière de voir la thérapie que la psychanalyse. Mais moi, je trouve ça, comme je disais dans la vidéo précédente, je trouve ça super intéressant d'avoir justement des points de vue différents. Et le disclaimer que je ferai au début de chaque vidéo, si vous êtes psychanalyste et que vous avez envie de participer à ces Twitch et d'expliquer ce qui se passe pour vous avec vos yeux de psychanalyste et de me dire que je raconte n'importe quoi, vous êtes les bienvenus, vraiment. Donc vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un MP, vous mettez un commentaire, vous me joignez sur ma page Instagram. Mais je vous attends, ce serait vraiment avec super grand plaisir que j'aurais envie de discuter avec vous. On y va? On lance l'épisode? Ouais, allez, on y va. Charlotte? Charlotte? Oui. Tu peux venir, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Les toilettes sont bouchées. Ah bon? Appelle un plombier. Mais ma prochaine séance commence là, dans 5 minutes, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien, c'est chiant, c'est pas pratique, c'est tout, c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as honte pour tes patients? Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des toilettes bouchées. Bon, d'accord. Alors, tu m'aides pas. Appelle le plombier. Merci, toi. Putain. Le plombier. Ça va très bien. Bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on revienne sur mon rêve que je vous ai raconté il y a 2 semaines. Si ça ne vous dérange pas, j'aurais préféré reprendre exactement là où nous en sommes restés la dernière fois. Il me semble que... Alors je vous arrête tout de suite, le sujet est clos, j'ai dit oui. À Cédric, j'ai dit oui. Ce sera certainement pour septembre. Chaque psy a sa manière de travailler, ça bien sûr. Je peux juste parler pour moi et pour les psys que j'ai vus travailler avec moi. Mais je sais pas si c'est un truc de psychanalyse de reprendre exactement là où on en était resté. Moi, j'ai juste pas la mémoire qui permet ça en fait. Bien sûr, je me souviens de ce dont les patients m'ont parlé et des sujets, des thèmes, etc. Et encore, parfois, j'ai besoin de leur aide pour un peu me rafraîchir la mémoire. Mais pour moi, la continuité, elle se fait pas nécessairement dans le contenu de l'histoire que me raconte le patient. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire. Enfin, ça, je vous avais dit au tout début, c'est super important de le rappeler. Le contenu de l'histoire que les patients me racontent, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent pour moi en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le processus, c'est la dynamique. C'est pas nécessairement comment ils s'appelaient et qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, dans quel détail, machin, bazar. C'est comment tu t'es senti, qu'est-ce qui s'est joué, à quoi ça t'a renvoyé, qu'est-ce qui fait que t'as fait ci, qu'est-ce qui fait que t'as fait ça. Et pour faire ce travail-là, en fait, je pourrais faire ce travail sans même avoir le contenu exact de ce qui s'est passé. Du coup, pour moi, ça fait encore moins sens de venir dire on reprend exactement là où on était la dernière fois. Les seules fois où je le fais, c'est quand on a commencé un travail avec un outil qu'on a ouvert, que j'ai dit à la personne ok, on a ouvert ça, on sent que c'est important, on a besoin de plusieurs séances pour le travailler, est-ce que vous êtes d'accord que la fois prochaine, dès que vous revenez, on reprend sur ce travail-là.
Et même là, en général, ce que je fais, c'est que je leur dis, on va quand même prendre 5 ou 10 minutes juste pour être sûr que vous n'avez pas envie de juste déposer quelque chose. Même si vous le déposez, on le dépose et on y revient à la fin si on a encore du temps ou on y revient la fois suivante. Parce qu'il faut savoir que les gens, quand ils viennent en thérapie, en général, ils ont même un petit peu, même si c'était en fond, même si c'était pas hyper conscient, il y a des choses qu'on pense amener. Pas toujours, et c'est intéressant aussi de pas savoir. Moi, ça m'arrive souvent, j'arrive devant mon psy et puis je suis là genre... En fait, je sais pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave, je suis bien assez bavarde pour remplir, pour remplir l'heure. Mais il y a... Enfin, attention, c'était une boutade. Hein. La thérapie, c'est pas juste parler et déblatérer pendant 1 heure. Hein. J'espère que vous me suivez. Hein. On en avait déjà parlé et on reviendra dessus. Mais donc, ça fait sens parfois, mais là, je suis étonnée un petit peu. Puis en plus, il lui dit si vous voulez bien, et elle dit ouais, je vous réponds tout de suite. Il y a quelque chose qui se joue déjà au niveau du cadre. Quand on s'y prend si tard, généralement, juin-juillet, c'est déjà booké. Alors, mon rêve. Vous vous souvenez, il y avait des poissons dans un aquarium que je devais remplir. Vous sentez que là, c'est... Il a l'air interloqué. C'est un peu en mode... Elle vient en mode c'est moi qui décide, et il n'y a pas de souci, hein, mais c'est intéressant parce qu'il est vraiment en mode qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se joue. On sent son cerveau en marche. Et faut pas oublier qu'il arrive à cet entretien en ayant dit à sa superviseuse, pas superviseuse, qui gérait tout, qui connaissait son métier, que de toute façon il savait absolument ce qu'il faisait avec cette Ariane, etc. Il part avec ça aussi dans son positionnement. Peut-être ça l'a travaillé d'ailleurs depuis sa conversation avec la superviseuse. Enfin, ça j'en doute pas. Pourquoi vous me fixez comme ça? Vous êtes pas content? Je sais pas, vous pourriez être content, hein? Tant pour moi. Vous m'avez même pas félicité. Je sais pas, je vais me marier, généralement c'est quand même de bon ton de se réjouir, non? En plus, vous devriez être content parce que je vous ai choisi comme témoin. Bon, ça c'est une blague, hein. Mais vous êtes sur la liste des invités, vous et votre femme, hein, parce que c'est un peu grâce à vous qu'on se marie. Non mais vous êtes vraiment sur la liste. C'est d'ailleurs la première chose qu'on a faite hier quand on s'est décidé, c'est la liste des invités parce que c'est sympa à faire. Et vous êtes d'ailleurs arrivés presque tout de suite. Vous dites avoir pris votre décision seulement hier? Oui. Ça a pris un peu de temps. Parce que avoir compris après la séance que finalement c'était peut-être moi qui avais poussé Cédric à prendre cet ultimatum, hein. Eh bien, je lui ai demandé un peu plus de temps et il a accepté. Mais d'ailleurs, il vous remercie parce que lui qui a jamais trop cru à la psychanalyse, hein, faut pas trop se poser de questions avec lui sinon on arrête de vivre. Eh bien alors là, ça vous a changé en super thérapeute, hein, de savoir que vous étiez de notre côté. Je me demande ce que signifie ce passage tout à fait étonnant du jeu. J'en profite, il y a une croyance que j'entends souvent, c'est que les psys sont là pour séparer les gens. Genre, si tu vas chez ton psy, tu vas quitter ton mari, ou si tu fais une thérapie de couple, c'est pour se séparer. Enfin, il y a des croyances comme ça. Je suis désolée de les avoir évoquées si vous aviez jamais eu ça en tête, mais vous pouvez très bien jeter ces croyances à la poubelle si elles ne vous le parlent pas. Et moi, j'ai beaucoup entendu ça quand je faisais mes études de psy. Et peut-être qu'il y a des thérapeutes qui ont ça en tête et qui, du coup, le manifestent en thérapie. Bon, déjà, les gens ont le droit de partir. Hein, si ça ne rejoint pas leurs croyances, ils vont pas rester avec quelqu'un qui leur dit que le mieux, ce serait de quitter leur mari. Encore que, il ne faut pas oublier que... En fait, c'est super important pour un thérapeute de se mettre en position basse par rapport à ce que la personne doit faire ou pas dans sa vie, parce que le fait qu'on soit dans une position de thérapeute, la société et la personne, du coup, nous met dans une position de « vous savez ». Que ce soit conscient ou pas trop, hein, mais c'est super important que nous, on se détache de ça. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et donc,
Mais il y a peut-être des gens, psychologues, psychanalystes, thérapeutes, charlatans, on peut mettre tous les mots qu'on veut, peut-être même que parfois ça les dépasse, j'en sais rien, qui peuvent en profiter d'une certaine manière. Donc ça, il faut faire quand même attention. Il faut être attentif à ça. Et si vous avez senti ce genre de choses, changez vraiment de thérapeute. Vous avez toujours le droit de changer de thérapeute, comme vous avez le droit de changer de médecin, comme vous avez le droit de prendre des secondes avis. Enfin, il n'y a aucun souci à ça. Pourquoi je disais ça ? Oui, parce qu'elle disait que... Enfin, ça m'avait évoqué ça. Ok, c'est bon, j'ai relié les points. Du coup, on continue. Au nous. Avez-vous remarqué que vous parlez désormais de votre liste, de votre côté ? Ouais. Enfin, je vois pas trop le problème. Nous allons nous marier, non ? Vous avez évacué le doute ? Je sais pas, je suis heureuse, hein ? Ce qui n'arrive quand même pas tous les jours. Alors vous pourriez quand même faire un petit effort. Justement, j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts pour afficher votre joie. Et après la semaine dernière, je me demande si le tournant n'est pas un peu rapide. Parce que vous croyez que je simule. Au fond, je suis complètement dépressive. C'est un peu dégueulasse, de penser ça. Est-ce que vous connaissez ce phénomène en plongée sous-marine que l'on appelle accident de décompression ? Il se produit quand on remonte trop vite à la surface. C'est très dangereux. Parfois, les poumons peuvent même éclater. Alors, ça n'arrive pas toujours tout de suite. Parfois, ça n'arrive que plus tard, quand les gens reprennent l'avion pour rentrer de vacances. Et ce que je sens, c'est que la semaine dernière, vous nagiez en eau profonde, et aujourd'hui, je vous retrouve tranquillement installé à la surface. Et je me demande juste si vous n'êtes pas remonté un petit peu vite. Mais vous avez déjà fait de la plongée ? Oui, quand nous étions plus jeunes, nous... Enfin, J'ai juste envie de vous renvoyer à ma première et à ma deuxième vidéo sur le système nerveux, parce que j'ai l'impression que ça rejoint ça, c'est-à-dire que... Je vais vraiment le faire en quelques secondes, je vais essayer. C'est-à-dire qu'en effet, le système nerveux, il a besoin d'avoir des moments où il est activé, des moments où il est ce qu'on appelle inhibé, donc un peu freiné, pour être dans quelque chose de confortable. Et c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. C'est comme les battements du cœur, il y a des moments où il bat, et puis entre deux battements, il bat pas, quoi. C'est comme ça que ça marche, je crois. Et donc, c'est la même chose avec le système nerveux. Il a besoin d'être activé. Quand on est là, on n'est pas là, tatata. Et puis, il a besoin d'être détendu. Et autant, si on est trop activé pendant trop longtemps, on peut faire un pic. Et du coup, descendre très fort. Et là, ça peut potentiellement être difficile de remonter. Et du coup, on peut avoir une dépression qui s'installe. Autant, ce qu'il a l'air de dire, en tout cas c'est ce que je comprends avec ma grille de lecture, que si on est super bas et que tout d'un coup on monte très fort, il y a un risque à un moment de redescendre. Et ça fait des montagnes russes et c'est super désagréable et à force ça peut déréguler le système nerveux. À savoir qu'un système nerveux dérégulé, c'est comme un système digestif dérégulé par exemple, ça se régule. C'est pas fini pour toujours, ça se régule, il y a des choses qu'on peut faire. Je vous renvoie à mes 2 premières vidéos. Si j'y pense, je mettrai les liens en petite barre. Fait un peu de plongée. Ouais. Vous voyez, vous aussi, vous avez un petit problème avec le nous, on dirait. Bon, reprenons. Où est-ce qu'on en était ? J'ai beaucoup de mal à vous imaginer sous l'eau. Mais vous y de la plongée où, en fait ? En Grèce, en Corse ? Elle est tout le temps, ça on l'avait vu dans le premier épisode ici, dont je vous renvoie à au premier épisode si vous ne l'avez pas vu. À mes réactions sur le premier épisode si vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est plus clair. Elle est tout le temps en train de mettre à mal le cadre en fait, et sa grille de lecture à lui, ce que lui, son interprétation, la manière, avec ses lunettes, ce qu'il va en dire, c'est que du coup elle fait un transfert amoureux sur lui et que c'est ça qui fait qu'elle met à mal le cadre. C'est pas très confortable, franchement. Et c'est pas grave, parce que c'est en essayant de regagner son inconfort et en étant dans cette limite-là qu'il va pouvoir travailler justement
Donc, c'est pas une mauvaise patiente, vraiment. Enfin, ça n'existe pas une bonne ou une mauvaise patiente. Hein. Donc, ça, c'est super important. Mais là, il doit faire son job, en fait. C'est là que se joue son job. Nous, on irait sur d'autres choses. Il y a un systémicien, je pense pas, ne parlerait pas de transfert amoureux. On irait travailler sur les résonances, sur qu'est-ce que ça réveille, et sur les places et sur les fonctions, sur qu'est-ce que ça dit de cette dame, de sa place dans sa famille ou dans son couple. On irait plus dans ce genre de choses. Après, ça se rejoint, hein, bien sûr. C'est juste d'autres mots et des lunettes un petit peu différentes, mais ça se rejoint, je pense. J'ai arrêté. Pourquoi vous vous intéressez à la plongée? Non, mais je suis de niveau 2, alors l'accident de décompression, je maîtrise. C'est fou comme il y a des gens qui ont la grâce sous l'eau. Et d'autres, c'est sur un fauteuil. À quoi vous pensez, là, tout d'un coup? C'est idiot, je pense à un petit gosse qui était sur ma table d'opération, là, à peine 20 ans. Il était plein de jeunesse, plein de vie, il était beau. Hein. Mais il avait des trous comme ça, là, dans les poumons. Et il se battait pour rester en vie. Et à un moment, je me suis dit, si c'était lui, et de vous imaginer à sa place, ça m'a donné envie de vomir. La métaphore de la plongée était pour vous, Ariane. Ce sont vos poumons qui sont en danger. Bon, allez, on arrête avec la séance des primes, là. Hein, mariage, bonheur, faire part, dragée, traiteur, tout ça, un peu de normalité, quoi. Dites-moi, que s'est-il passé hier pour que ça suscite un tel revirement? Vous voyez Nadia? L'ex de Cédric, celle qui vient d'avoir un bébé. Depuis qu'elle a accouché, elle nous bassine, là, pour qu'on vienne leur rendre visite. Jusqu'à présent, vous refusiez d'y aller. Et donc, pendant sa grossesse, elle a appris à faire des sushis. Elle a dû se retenir pendant 9 mois, alors maintenant, ça y est, elle se lâche. Hein. Elle fait des soirées sushis tous les dimanches, elle invite du monde. Et là, elle nous a encore relancé. Donc, comme Cédric a vraiment été... parce qu'il a vraiment été aux petits oignons avec moi cette semaine. J'ai voulu lui faire plaisir. Je lui ai dit OK. Pour aller dîner chez eux? Oui. Donc, finalement, vous y êtes allé? C'est vous qui racontez ou c'est moi? Non. Allez-y, je vous écoute. Donc... J'ai l'impression qu'il est... quelque part... Comment je veux dire? En effet, je pense qu'il a besoin d'une supervision. Si je peux donner mon avis. Parce que il y a quelque chose de l'ordre de la place qui se rejoue dans énormément de ces... On va y arriver, de ces suivis. Et là, elle lui dit c'est toi qui parles ou c'est moi? Comme si la thérapie, c'était juste venir et parler. Et lui, il fait oui, c'est bon, vas-y. Pourquoi? Enfin, genre, ces questions à lui sont pas légitimes. C'est pas son job de poser des questions? Aussi. Et c'est son job d'écouter, mais c'est aussi son job de poser les questions. Et au lieu de faire de la métacommunication, comme on dit, c'est-à-dire parler de leur manière de communiquer, il fait OK. Et il se met en fait en position basse, genre c'est elle qui dirige tout. Alors, il pourrait métacommuniquer un petit peu, dire « J'entends qu'aujourd'hui vous avez envie de rester dans ce qui fait ressource, ce qui est fort, ce qui vous porte et ce qui vous rend joyeuse. Et en même temps, moi je vais pas nier le fait qu'il y a quand même des choses pas évidentes qui se jouent aussi. On n'est pas obligé d'en parler, on peut le déposer quelque part, mais on va pas nier son existence. Et puis la laisser continuer son truc si aujourd'hui elle a besoin de juste raconter des choses agréables, si c'est... Je veux dire, il peut respecter sa limite et son besoin tout en faisant son job quand même. Vous voyez un petit peu la nuance?
Parce que là, du coup, c'est elle qui prend le dessus. Et j'ai l'impression que souvent, en ce moment, comme si je le connaissais depuis 20 ans, souvent dans ces épisodes, il y a cette question de place qui se manifeste. Et d'être au-dessus, d'être en dessous, d'être nanana. Ça mériterait une supervision. Donc on s'est retrouvés hier soir dans son F4 avec une vue splendide sur le Sacré-Cœur. Et quand on est arrivé, tout le monde s'est retourné vers nous. Enfin, tout le monde s'est surtout retourné vers moi. Et là, j'ai compris qu'il savait. Mais qu'est-ce qu'il savait? Bah, que j'avais été en première ligne le soir des attentats. Cédric avait dû leur raconter que j'avais opéré toute cette nuit-là. Mais alors, ils étaient tous aux petits soins. Et comment ça va, Ariane? Est-ce que t'as bien mangé? Qu'est-ce que tu veux boire? La musique est pas trop forte. Putain, ils étaient horripilants. Et en même temps, ils restaient à distance. Parce que ils avaient peur de quelque chose, alors je sais pas quoi. Ils auraient peut-être préféré que je sois pas là, parce que je gâchais l'ambiance. Mais par pure provocation, je leur ai tout balancé. Mais jusqu'aux les petits détails, là, les plus sordides du sang qui s'incruste sous les ongles. Parce qu'on est en rupture de gants. Et la Nadia qui était là, ah, ma pauvre petite chérie. Ça a dû vraiment être terrible. Une conne. Je vous ai dit qu'elle était conne. Vous lui en voulez? Il y a plein de choses qui se jouent en même temps. Donc si j'ai bien compris, dites-moi si j'ai bien compris. La Nadia, c'est l'ex de Cédric, c'est ça? Et elle a eu un bébé. Et donc elle les invite, mais il y a d'autres gens aussi. Et ils se voient pas souvent, le couple va pas souvent chez elle, et donc ça faisait longtemps, ou bien c'est la première fois. Et donc il y a quelque chose d'une reconnaissance de leur couple aussi au niveau du fait qu'ils vont se marier, donc il y a une reconnaissance sociale du couple par rapport à cet ex. Il y a plein d'enjeux par rapport à la place que Ariane peut avoir par rapport aux garçons, etc. C'est pas anodin, je veux dire, même si on est cool, je veux dire, avec son ex, il y a toujours quelque chose qui se joue. On peut pas nier. Il y a des enjeux relationnels malgré tout. Et il y a des gens qui vivent ça très sainement, qui peuvent en parler, et qui peuvent... On n'est même pas obligé d'en parler, mais il y a des choses qui se métabolisent, et puis ça va, chacun trouve une place confortable dans tout ça. Donc il y a ça. Et puis il y a quelque chose de peut-être plus personnel à Ariane, qui est qu'elle est rentrée là en sentant, et avec ses propres constructions, avec ce qu'elle pouvait avoir en tête, ce qu'elle pouvait croire, etc., que tout le monde savait. Pour elle, et elle a tout vu au travers de cette croyance que du coup ça les mettait mal à l'aise, parce qu'en fait, je veux dire, oui, évidemment elle peut faire confiance à ses sensations, bien sûr, dans une certaine mesure. Elle peut pas non plus deviner et être juste à 100% par rapport à ce qui se passe dans la tête des gens. Donc elle a été avec ça, et elle a confirmé quelque part cette croyance en déblatérant toutes les horreurs qu'elle a vécues, et du coup, ils ont réagi. Enfin, elle les a invités à se comporter avec elle comme elle voulait pas qu'ils se comportent avec elle, c'est-à-dire en la prenant un peu comme une victime. C'est le mot qui me vient, je sais pas si c'est le mot qui est le plus juste. Donc il y a quelque chose un peu de paradoxal. Je veux pas que les gens fassent ça, mais en même temps, je vais les inviter à avoir le comportement que je veux pas qu'ils aient. Vous voyez un petit peu ? Enfin, c'est une hypothèse. Peut-être que je me plante complètement. C'est quelque chose que je pourrais travailler avec elle. Et si elle me dit « tu racontes n'importe quoi », je pourrais dire « ok, qu'est-ce qui est plus juste pour vous alors ? Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui fait que je me plante, etc. » Et peut-être qu'elle a ce genre de dynamique aussi avec le psy, là, en mode... je fais tout pour que tu sortes de ta position de psy par rapport à moi, et qu'on ait une position plus privée l'un vis-à-vis de l'autre. Et en même temps, je veux surtout pas que tu le fasses, parce que j'ai besoin de prouver, j'ai besoin de sentir, de vivre, de faire l'expérience qu'il y a quelqu'un qui va respecter les limites, en fait. Je sais pas si vous me suivez sur celui-là, il est un petit peu complexe.
Si quelqu'un peut me dire s'il me suit. Si vous me suivez pas, écrivez-le en commentaire, je reviendrai dessus. Donc, je me demande un petit peu à quel point ça peut pas se jouer là. Vous voulez d'avoir eu de la compassion pour vous? C'était pas de la compassion. C'était de la pitié. Ça a duré longtemps? Oh bah non, parce qu'ils sont passés Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était de la pitié? C'est quoi la différence entre la compassion et la pitié? Ça, ce seraient des questions qui m'intéresseraient pas. Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce qu'on s'en fiche que ça ait duré longtemps ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire de toute façon? à des choses vachement plus joyeuses, hein. Le bébé venait de se réveiller, alors tout le monde a commencé à s'extasier. Nadia a sorti son sein comme ça, énorme, d'une façon très naturelle. Et en même temps, ça m'a fait un effet d'une étrangeté absolue. Qu'est-ce qui était étrange? Eh ben, Nadia était pas... Ça faisait comme une image, vous savez. Comme une vignette, presque irréelle. Mais il y avait cette image comme ça qui se détachait de la tapisserie, au motif super étrange. Je sais pas, ça me faisait penser à une pub pour les assurances vie, ou à un tableau de la Renaissance. C'est pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez, quand c'est ces figures comme ça qui surgissent d'un fond plat, comme un dieu hindou. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette tapisserie derrière Nadia? Vous, c'est marrant parce que vous avez pas de motif sur vos murs. Parce que vous êtes tellement obsédé par les détails dans la vie des gens que je m'étais dit, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des motifs un peu partout chez vous. À moins que ce soit votre femme qui s'occupe de la déco. Et je préférerais pour vous que ce soit un peu plus moderne que votre cabinet. Est-ce qu'il y avait un motif particulier sur cette tapisserie que vous observiez derrière Nadia? Bon, là, de nouveau, moi, je trouve... Enfin, c'est pas la question que je poserais. Je dirais, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça? Et c'était quoi cette impression d'étrangeté? J'irai sur ces impressions. Après, c'est ma manière de travailler. Lui a l'air de trouver pertinent de savoir exactement ce que c'était. Peut-être que c'est pertinent, hein, mais... À quoi est-ce qu'il ressemblait ce motif qui se répète? À des couronnes un peu dorées. Dites ce qui vous vient. À des nids. Des nids un peu partout sur les murs. Comment ça? Je sais pas, des traits enchevêtrés les uns dans les autres, pris comme ça, emmêlés. Enfin, je veux dire des nids, quoi. Mais le plus drôle, c'est que ces nids me faisaient penser à des cages. Vous sentez l'association des nids qui font penser à des cages et du coup, elle se sent coincée dans la vie maritale et dans le fait d'être mère. C'est facile de faire de l'interprétation, hein. C'est pour ça que c'est super important de toujours vérifier ces interprétations, ces hypothèses. C'est pas la même chose, mais les deux. C'est super important de les vérifier auprès des patients, en fait. C'est vraiment super important parce que c'est super facile. C'est super facile de faire de l'association, de dire c'est parce qu'elle aime la couleur bleue, du coup, je sais pas moi, elle est... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Elle aime la couleur bleue, du coup, c'est une hystérique. Il suffit de rajouter quelques petits trucs, hein. Derrière, il y a un super jeu qui illustre ça parfaitement. Ça s'appelle Crazy Theory. Merci pour l'accent, Nina. Crazy Theory, avec l'accent français. Et ça, c'est vraiment génial pour réaliser à quel point une association d'idées, ça peut aller vite. On peut arriver d'un point A à un point B en mettant plein de trucs au milieu, et ça a l'air de faire sens, mais en fait, ça fait pas sens du tout. Je vous invite vraiment à jouer à ce jeu. Je crois qu'il coûte pas très très cher. Enfin, il coûte pas cher du tout d'ailleurs, je pense. Mais si vous avez l'occasion, jouez à ça et pensez à moi. Dites-vous, ah ouais, c'est vrai, tiens. Et donc, c'est super important de vérifier ces interprétations, ces hypothèses. De nouveau, c'est pas la même chose, mais c'est important. Auprès des patients. Et c'est là que j'ai dit oui. J'ai levé mon verre, et j'ai dit, avec Cédric, on va se marier.
là, vous auriez vu leur tronche? Enfin, surtout celle de Cédric. Essayons d'analyser d'où vient ce oui. Parce que depuis des mois, et particulièrement aujourd'hui, de tout ce que vous me dites sur Cédric, rien ne m'a jamais indiqué un oui. C'est pourquoi je voudrais m'interroger avec vous. Pourquoi avez-vous dit oui? Mais est-ce que... Qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui? J'ai juste envie de souligner la différence entre le pourquoi qui amène une causalité très directe et qui est un peu enfermante, et le qu'est-ce qui fait que qui est beaucoup plus ouvert, qui permet d'imaginer des réponses à plein de niveaux différents. Je vais juste ouvrir mon autre volet parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout. Une seconde. Je sais pas, ouais, ça a l'air de changer, d'améliorer un peu l'image quand même. Que vous croyez que Cédric s'est rendu compte qu'en m'emmenant chez son ex, c'était une façon de me faire visiter son nid? Peut-être. Putain, mais il a jamais été très psychologue, hein. Déjà, il sait même pas comment fonctionne sa nana au lit, alors comment il peut comprendre ce qui se passe dans ma tête? Putain, on n'est même pas encore fiancés que je suis déjà en train de lui casser du sucre sur le dos. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Pourquoi avez-vous dit oui? Je vous l'ai dit. Une envie de normalité. Voilà, c'était la perspective d'un peu de joie dans tout ça, et puis une robe blanche à la place d'une blouse tachée de sang. Je comprends, mais rien ne vous empêchait de dire oui déjà la semaine dernière. Vous comprenez toujours pas pourquoi j'ai dit oui ou vous faites semblant? Je dis oui parce que vous avez dit non. J'ai dit non. Bah, vous avez été très clair la semaine dernière. Mais ça va, moi je vous en veux pas, hein. J'ai compris. La preuve, c'est que je ne vous reproche rien. Peut-être. Redites-moi, dans votre fantasme, comment pensiez-vous que je réagirais à votre déclaration? Ah, vous voulez pas arrêter avec le mot fantasme, là? J'ai l'impression que vous me prenez pour une nymphomane ou une érotomane ou je sais pas quoi. Les fantasmes ne sont pas que de l'ordre du sexuel. Ils structurent notre inconscient et nous dirigent depuis la plus petite enfance. S'il vous plaît. Vous avez plusieurs fois évoqué l'été de vos 14 ans au Cap d'Agde, je crois. Arrêtez avec ça. Ça devient indigne. De vous et de moi. Où que nous mène cette analyse, il n'y a rien qui soit indigne. Vous étiez chez des amis de votre père, c'est cela? Je vois pas le rapport. Cet été, vous avez... Avant de rentrer dans ce fameux été qui a l'air d'être très important, vous remarquez comme depuis le début de l'épisode, plus que d'habitude, bon parce que c'est pas non plus la personne avec le plus de confort dans la position, mais vous remarquez à quel point depuis le début de la séance, je veux dire ça comme ça, le docteur, le psy, est statique dans son corps, genre à quel point il est comme ça, genre il bouge pas, il a ses mains posées comme ça, je crois, sur ses genoux, il bouge quasi pas, ses lèvres bougent à peine, et j'ai presque envie de lui demander, mais quel risque est-ce que tu t'installes confortablement? Qu'est-ce qui se passe? Je me demande à quel... Parce que bon, il a tendance à intellectualiser énormément, il utilise très très peu, je trouve, ou en tout cas ça se voit pas, des masses, ce qui vit à l'intérieur, ce qui ressent, ce qui se joue à l'intérieur de lui, sauf au niveau mental. Et donc pour moi il se coupe d'une grande partie de l'information qui serait intéressante à utiliser. Et je trouve que dans cet épisode-ci, ça se manifeste encore plus fort. Et je me demande en fait à quel point il n'est pas dans de la protection par rapport à ce transfert que fait la patiente sur lui, en étant encore plus dans ce truc auquel il est habitué. Je me pose la question. Ça a particulièrement marqué, vous l'avez souvent évoqué. Oui, sans déconner. Ma mère venait de mourir, on se demande bien pourquoi cet été m'a marqué. Votre mère venait de mourir et votre père était complètement dévasté. Il vous a donc envoyé chez ce couple d'amis sans enfants. Comment s'appelait-il déjà? Serge et Karine. Serge et Karine, c'est ça.
un appartement en bord de mer. Votre père, lui, était dépressif. Vous aviez employé un mot pour le décrire. Votre père était Toxique. toxique. Il se morfondait seul chez Là, je me sens mal à l'aise en tant que thérapeute par rapport à la patiente parce que elle a manifesté, elle l'a dit, et en plus maintenant tout son corps le manifeste pour elle. Elle n'a pas envie d'en parler. Et, et là, si moi je trouve que c'est utile d'en parler, je vais lui rappeler qu'elle a la liberté de mettre un stop en fait, ou de freiner, ou de postposer, ou elle n'est pas tenue de subir le fait que moi je trouve que c'est utile. Et c'est le fait que moi je me donne la liberté de lui poser euh, les questions que j'estime utiles dans le suivi. Et c'est le fait qu'elle elle ait la liberté aussi de me dire stop quand elle le sent, qui fait que du coup je peux lui poser toutes ces questions. C'est l'un qui permet l'autre et l'autre qui permet l'un. Donc là, et peut-être on serait peut-être étonné, peut-être que si je lui demande, peut-être que si je lui rappelle plutôt cette règle de liberté, peut-être elle va dire non ça va, on peut en parler. Ou peut-être elle va dire je sens que c'est important aussi, mais je me sens pas à l'aise d'en parler avec des mots et peut-être on pourrait faire autrement. Mais c'est important, moi je trouverais ça important de lui rappeler, même si je trouve que c'est utile. Elle a le droit de Elle a le droit de ne pas avoir envie, de ne pas sentir maintenant, vous et vous appelait chaque jour pour vous dire à quel point il était malheureux et que votre mère lui manquait. Et alors? C'est quoi le rapport? Et de votre côté, vous étiez heureuse auprès de ce couple. Eux étaient dynamiques, vivants, joyeux, tout l'inverse de votre père. Admettons. Il s'occupait de vous, il vous faisait faire plein d'activités, c'est ça? Oui, il m'a emmené faire du camping, il m'a appris à plonger. Puis c'était une période où j'avais beaucoup de questions existentielles, hein. J'étais une adolescente, et puis il me prenait au sérieux. Et puis c'est avec lui aussi. Enfin, c'est avec eux que j'ai fumé mes premiers joints. C'est surtout Serge qui vous évoque ces souvenirs. Il ressemblait à cet acteur. Georges Clooney. À l'époque, je regardais beaucoup cette série Urgence. Enfin, je vois pas le rapport. Quand l'été touche à sa fin, ils vous ont dit qu'ils auraient adoré avoir une fille comme vous. Mais j'aurais adoré rester avec eux. J'aurais tout fait pour qu'ils m'adoptent. Mais d'ailleurs, je leur ai demandé si c'était possible qu'ils m'adoptent. Et puis ils m'ont regardé avec un air de pitié. Elle a dû dire un truc du genre « Ah, la pauvre petite ». Mais en réalité, c'est surtout avec lui que je voulais rester. Parce que elle était sympa, hein, mais bon, j'avais 14 ans, je le voulais pour moi toute seule. À l'époque, vous veniez de perdre votre mère, et votre père est devenu tout l'inverse de ce que vous attendiez. Il était faible, dépendant, une figure mortifère qui vous attirait vers l'obscurité. Apparaît alors Serge, un homme mûr, rassurant, comme une bouée de sauvetage alors que vous étiez à la dérive. Réfléchissez-y. Ce refuge où vous abritez aujourd'hui, peut-être comme alternative à toutes ces choses qui vous font peur, ce que représente Cédric, le mariage, les enfants. Ce refuge est ici. Sous bien des aspects, ce qui se passe ici entre nous est déjà arrivé l'été de vos 14 ans. Ouais, mais enfin, il y a quand même une grosse différence. C'est que je suis plus tout à fait une gamine de 14 ans. Essayons de décrypter de manière systémique cet événement qu'on nous rapporte par rapport au décès de sa mère. Donc elle a 14 ans et sa mère décède et je dessine en même temps. Je dessine la famille. Et le père apparemment rentre en dépression. Et donc du coup pour protéger sa fille, je sais pas, ce serait intéressant de voir quel sens elle met au fait qu'il l'ait envoyé. Parce que moi j'ai envie de dire protéger sa fille, mais c'est peut-être pas protéger, c'est peut-être autre chose pour
En tout cas, voilà, je vais pas dire pour, mais le père envoie sa fille chez un couple sans enfants, ça a été précisé, un couple d'amis sans enfants, avec ce fameux Serge, et puis il y avait Karine, mais qui est sympa, mais pas trop. On s'en fout. Et donc, et elle demande si elle peut être adoptée, et il la regarde avec pitié. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ce serait intéressant. Ah oui, et du coup, elle le voulait pour elle toute seule. Donc elle voulait. Ok. Donc une hypothèse que je pourrais faire, c'est que quand elle a perdu sa mère, elle a aussi eu l'impression de perdre son père. Dans la dépression. Il était plus du côté de la vie. Ils ont dit le mot mortifère, incarnation de... J'arrive pas à retenir les phrases de psychanalyse, c'est trop complexe comme phrase pour moi. J'ai besoin de phrases simples. Donc parfois je me trompe dans ce qu'ils ont dit, corrigez-moi. Mais en tout cas, il y a ce côté mort aussi, plus du côté de la vie. Et donc je dirais que peut-être la jeune fille de 14 ans qui, à 14 ans, on est du côté de la vie. Hein, à 14 ans, on est plein d'hormones, on est... Ah et elle a l'impression de perdre en même temps son père et sa mère. Ce serait une hypothèse, j'en sais rien, il faudrait voir avec elle, mais ce serait une hypothèse. Et ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir, d'après elle, qu'est-ce qui fait que son père l'a envoyée chez ce couple d'amis sans enfants. Parce que ce que moi j'ai, avec mes lunettes, avec ma vie, avec ma construction du monde, ce que j'ai envie de dire, c'est, vous l'avez entendu, c'est qu'il l'a protégée en l'envoyant chez d'autres gens, qu'il savait être des personnes qui pourraient être suffisamment présents pour elle dans un moment qui est difficile pour elle. Et donc moi, dans ma vision du monde, mais qui peut être fausse pour elle, il l'a protégée en fait. Il a protégé sa fille, donc il a fait son rôle de père quelque part. Parce que dans ma vision du monde, protéger son enfant, ça fait partie du rôle du père. Et donc quelque part, il a rempli sa fonction de père indirectement. Ce que je fais là, ça s'appelle un recadrage. Je propose un recadrage au patient en disant « ce que vous voyez là, on peut le voir aussi différemment. Est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas ?» Alors je ne fais pas mon recadrage, je le suce pas de mon pouce, comme on dit en Belgique. C'est au travers de la discussion que j'ai avec la patiente que je vais dire ça. Si elle m'amène autre chose que de la protection, je vais partir sur autre chose. Et elle, à 14 ans, se sent protégée, se sent elle-même, je vous invente des trucs parce que j'ai pas pu lui poser la question, donc j'imagine des choses. Avec ce Serge, mais justement, moi j'aurais envie de lui demander, et comment vous vous sentiez avec lui? Qu'est-ce qui faisait qu'avec lui vous vous sentiez bien? D'après vous, si vous vous connectez à la Ariane de 14 ans à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui fait qu'elle avait envie de l'avoir juste pour elle toute seule? Parce que tout ça, cette manière de travailler qu'on voit sur la vidéo, hein, qui n'est pas propre à la psychanalyse, mais juste au scénario, ça nous enlève blindé d'informations. Du coup, je dois un peu tout deviner et c'est assez moyen, quoi. Du coup, voilà. Donc, moi, j'aurais envie de lui demander ça et de voir si, dans ses réponses, on peut pas trouver une manière de recadrer ça, parce que j'imagine, c'est dans mon imagination, donc ça veut rien dire de elle, puisque je ne peux pas lui poser la question pour confirmer ou infirmer mon imagination. J'imagine qu'à 14 ans, on n'est pas nécessairement outillé pour décrypter et faire la distinction entre un sentiment de « je me sens protégée parce que cet homme prend une fonction paternelle vis-à-vis de moi » et peut-être que lui, il n'était pas très juste dans sa tête non plus, peut-être qu'il a abusé peut-être un peu de sa place, abusé avec des guillemets pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas mon image. On pourrait en discuter plus longuement, mais j'essaie d'être concise. Peut-être qu'une jeune fille de 14 ans ne sait pas trop faire la distinction, et peut-être que cette jeune fille de 14 ans, ou que l'adulte, peut-être que Ariane culpabilise ou traîne une culpabilité d'avoir eu
cette émotion ou ce sentiment qui a surgi et que ça l'a dépassée et qu'elle ne savait pas et que du coup elle a une culpabilité d'avoir voulu avoir cet homme pour elle toute seule. Et j'aurais vraiment envie, j'aurais vraiment envie en thérapie d'inviter la jeune Ariane de 14 ans à nous expliquer ce qui se passait pour elle à ce moment-là. Elle vient de vivre à 14 ans alors qu'elle n'est pas outillée, alors qu'elle est du côté de la vie, alors qu'en plus, c'est un moment dans le cycle de vie dont on parlait dans la vidéo précédente. Elle est dans un moment où elle cherche l'autonomie, et il y a ce fantasme, justement, si je reprends les termes psychanalytiques de la mort des parents, on pourrait revenir sur le terme fantasme, mais j'espère que vous me suivez. Si vous avez l'impression que je raconte des conneries, vous me le dites. Et là, au moment où elle est dans un truc d'autonomie, de toute façon je peux vivre sans mes parents, de toute façon ils sont cons, etc., il y a sa mère qui meurt, donc il y a quelque chose dans la réalité qui se crée. Quelque chose qui devrait rester de l'ordre du fantasme qui se crée dans la réalité. Et elle n'est pas outillée pour gérer tout ça, et son père peut tellement pas être présent qu'il trouve un autre endroit où des adultes peuvent être présents pour elle. Donc j'aurais vraiment envie d'inviter cette jeune Ariane de 14 ans que je sens super perdue à venir nous partager son expérience, et j'aurais envie de mobiliser les compétences et les ressources de l'Ariane de là, je sais pas, qui doit avoir dans la trentaine, pour accompagner cette petite, pour mettre du sens à ce qu'elle vit, la petite. Donc personnellement, ce que je ferais, ce qui m'arrive de faire, c'est d'inviter, de dire, bah voilà, si Ariane de 14 ans était là dans le bureau, dans le cabinet, où est-ce qu'elle s'installerait ? Elle s'installerait là. Qu'est-ce qu'elle dirait ? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous parler ? Et on a une vraie conversation comme si elle était là, quoi. Donc, il y a aussi les thérapies transactionnelles, si je dis pas de bêtises. Oh là là, ça, je pourrais bien me planter sur ce coup-là. Je pense que c'est ça qui invite aussi beaucoup, mais d'une autre manière, les enfants intérieurs, je crois. Je voudrais pas me planter, mais je pense. Et il y a une chouette Instagrammeuse qui fait aussi des vidéos YouTube. Je crois, si je me trompe pas, que c'est Catherine la psy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui parle un petit peu de ça. En tout cas, elle en a parlé sur sa chaîne, sur son compte Instagram, et c'est super intéressant de voir comment d'autres personnes, invitent les enfants intérieurs en thérapie. Et puis je ne veux pas que vous m'adoptiez. Je veux que vous me sautiez. Que je vous saute ou que je vous sauve? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Attendez. Attendez, en fait, c'est pas possible. Mais je sais bien que ça se fait pas en pleine séance, mais c'est simplement que j'ai pas eu le temps avant de... Non, mais c'est pas ça. C'est que les toilettes sont bouchées. Ah bon? Bah, d'accord. Est-ce que vous avez cru que je voulais emprunter vos toilettes à vous, c'est ça? Ceux de votre appartement? Alors qu'en fait, pas du tout, je voulais juste interrompre la séance pour éviter de me faire pipi dessus, mais en fait, vous vous êtes fait un film. Pardon? Vous avez fantasmé le fait que je viole votre intimité. Vous interprétez un tout petit peu trop mes gestes. Ah ouais, bah pour une fois que c'est moi. Mais là, vous avez réellement manqué une bonne occasion de vous taire. Ça s'appelle un acte manqué, je crois. Puisqu'on est dans Freud, vous êtes familière avec le principe d'érotisme urétral? D'accord, alors on est reparti, très bien. Je voudrais éclairer ma réaction pour dissiper. Moi, je suis pas du tout familière avec ce concept. Expliquez-le-moi, s'il vous plaît. Tout malentendu. En interrompant soudainement la séance pour aller aux toilettes, vous avez inconsciemment utilisé une stratégie directement issue de la petite enfance qui consiste à imposer à l'autre le plaisir éprouvé à sa propre miction. Le plaisir éprouvé à sa propre miction. Waouh! C'est passionnant, Freud. On en apprend tous les jours. C'est intéressant. Ça demande une gymnastique mentale. Souvent, comme la psychanalyse n'est pas évidente, personnellement, c'est juste mon cerveau et la psychanalyse, c'est pas le truc évident pour moi.
J'espère que ça l'est pour les psychanalystes, comme ça ils peuvent utiliser cet outil, cette grille de lecture du monde. Pour moi, ça me demande une gymnastique mentale de comprendre ce qu'il dit là. Alors oui, je rejoins sur certaines choses dans le sens où... Enfin, là où moi je capte avec ma grille de lecture à moi, au-delà de la systémique, c'est une couche, la systémique, mais il y en a d'autres dans mes lunettes, c'est que en effet ça a une fonction d'aller aux toilettes à ce moment-là, c'est que ça permet une distanciation par exemple, ça permet de casser un moment gênant, donc il y a une fonction à sortir de la pièce à ce moment-là. Au-delà de ça, il y a clairement une fonction à tout ce qui se joue ici entre eux. Donc c'est pas juste du sens comme elle fait ça parce que il fait ça parce que elle fait ça, mais il y a une vraie, ça sert à quelque chose, et ça sert à quelque chose à un niveau un peu plus, à un niveau différent, un niveau plus méta. Je sais pas si c'est clair, que ce qu'on peut voir juste comme ça en étant dedans. Ok, si c'est pas clair, vous me le dites, je peux essayer d'éclaircir plus. Et alors, donc oui, les enfants font beaucoup ça en thérapie. Moi, j'ai pas beaucoup d'enfants en thérapie, mais les enfants, on le sent très très vite. Moi, je vois les enfants en fait en famille. Donc on voit très vite, ils doivent aller aux toilettes ou ils veulent boire un peu d'eau, etc. Donc ça, je rejoins sur le truc de l'enfant. Ok. Et alors, le truc de... C'était quoi la phrase? Transférer le plaisir de sa propre miction, c'est ça qu'il a dit? Donc en gros, oui, le fait de sentir un plaisir à faire pipi, oui, j'imagine, parce que les choses dont on a besoin en général quand on le fait, ça fait du bien, comme ça le système de récompense fonctionne bien à l'intérieur de nous. C'est vrai que quand on s'est retenu longtemps et qu'on va aux toilettes, ça fait du bien. Et là, c'est l'idée que dans la relation, la gymnastique mentale que ça me demande d'essayer de comprendre la psychanalyse, c'est pas étonnant que je sois pas devenue psychanalyste. Bon, ok, je crois que ça me dépasse à un certain niveau. Donc, ce que je propose, c'est que si un psychanalyste qui regarde ça, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une traduction de cette phrase. Je suis très preneuse. Parce que ça a l'air d'être intéressant, ça a l'air d'être... enfin, je veux dire, pourquoi pas? C'est juste que moi, j'ai du mal à le traduire, mais... C'est lourd, quand même. Ah, vous avez osé. Mais je crois en réalité que c'est vous que ça excite de m'imaginer pisser dans vos toilettes. Peut-être même que c'est avec cette image que vous vous endormez le soir auprès de votre femme. Et c'est peut-être de ça dont vous aviez peur. Quand on va dans une escalade symétrique au niveau du cadre, de c'est toi qui décides, non c'est moi qui décide, non mais machin, on en arrive à des choses comme ça, oui. Mais comme disait l'une de mes amies, c'est quand même très très rare qu'on ait des patients qui vont aussi loin dans leur truc, et tant mieux. Parce que c'est éprouvant quand même. Que je puisse la percevoir dans le couloir, à moins que ce soit elle qui puisse me croiser. Et alors elle est comment? Elle est belle? Elle est plus belle que moi? Ma femme n'a rien à voir avec ça, c'est juste... Bon, on va arrêter parce que vous le vivez pas super bien. Mais vous savez quoi? Ça m'a coupé l'envie. Il me reste 5 minutes, non? Parce que, dites-moi, est-ce que votre Freud explique comment gérer le cas d'école de la patiente qui est amoureuse de son psy? Surtout si celle-ci cherche à rencontrer sa femme. Ça, c'est une question à 1 000 €. Mais la réponse est simple. Tout dépend ce que le psy ressent pour sa patiente. Écoutez, je pense qu'on est partis tous les deux un peu trop loin, là, dans cette histoire de toilette. J'ai réagi de façon un peu exagérée, alors qu'au fond, c'est simplement un problème d'interprétation. Mais vous en avez pas marre de vous cacher toujours derrière vos interprétations? Parce que c'est trop facile, quoi que je dise, quoi que je fasse. Ouais, là, de nouveau, au lieu de s'excuser, ce serait intéressant de s'asseoir et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Je trouve. Vous trouvez toujours un moyen de me démontrer qu'il ne se passe rien entre nous.
Hein, vous me ramenez toujours à la petite gamine de 15 ans qui comprend rien à la vie. Mais justement, si une gamine tombe follement amoureuse, Ça a aussi une fonction dans le sens où elle a recommencé à revenir avec ce truc d'érotomanie machin, d'érotomanie, de transfert amoureux, au moment où au moment où on sentait qu'ils étaient tous les deux en train de toucher à quelque chose qui allait être de l'ordre du travail thérapeutique, etc. Là, il y a eu un trauma, là, il y a eu quelque chose, là, on va travailler autour de ce qui fait souffrance à l'intérieur de la patiente, pour la patiente. Et c'est à ce moment-là qu'elle revient casser le cadre. Donc peut-être que c'est ce qu'on appelle le transfert amoureux dans la série là. Peut-être que ça a une fonction de l'empêcher de travailler en fait, le psy. Ce serait une hypothèse que je ferais. Et de nouveau, comme elle a du talent pour ça, elle fait ça très bien. De l'inviter à faire ce qu'elle veut surtout pas qu'il fasse pour confirmer ce qu'elle voit du monde. Vous me suivez? et qu'elle ne comprenne pas que ça puisse pas être réciproque. Elle doit vous faire pitié, non? Vous avez l'air de réagir violemment au sentiment de pitié, comme lorsque Serge et Karine... Vous voulez pas arrêter avec votre condescendance à 2 balles? Parce que moi, je sais quand j'excite quelqu'un. Vous savez ce que j'ai pensé de vous la première fois que je vous ai vu? Dites-moi. Eh bien, j'ai pensé, ce type, il est mort à l'intérieur. Alors, il est très bien soigné, très professionnel, mais à l'intérieur, il a cessé de vivre. Et j'ai eu aussitôt envie de vous ramener à la vie. Peut-être est-ce pour vous une des conséquences du mariage, qu'on arrête de vivre. Est-ce que c'est ça qui vous attend si vous vous mariez avec Cédric? En fait, ce qui me perturbe en tant que systémicienne, c'est qu'il est tout le temps en train d'interpréter la vie de la patiente et tout ce qu'elle amène, etc. Comme s'il n'en faisait pas partie, en fait. Et qu'à chaque fois qu'elle le ramène dans le tableau, il revient dans des trucs où, comme s'il n'était pas là, comme s'il faisait pas partie, sauf qu'il fait partie du système général de la patiente, puisque c'est son thérapeute. Il peut pas faire comme s'il n'était pas là, il peut pas faire comme s'il comptait pas, il peut pas faire comme s'il n'existait pas. D'ailleurs, elle lui a dit que son fiancé avait une vision de la psychanalyse, qu'il avait une vision des psychologues. Ça a un impact. Elle a dit à quel point il avait aidé, tout en, voilà, avec des guillemets, hein, à ce que le mariage se fasse. Et il parle comme s'il regardait ça comme un spectateur extérieur, sauf que en systémique, ça fait longtemps qu'on a accepté le fait que on n'est pas objectif, qu'on fait entièrement partie du système, qu'on vient avec notre propre système, avec tout ce qui se passe dans notre vie à nous, et que on arrive dans le système thérapeutique, donc avec le thérapeute, le système thérapeutique ici est composé de madame, mais parfois c'est un couple, parfois c'est une famille, parfois c'est autre chose, et qu'on arrive tous avec nos trucs. Et la question magnifique que Moni posait et que j'ai sur mon bureau, que je vois tous les jours parce que je trouve qu'elle est... Enfin, quand je dis Moni, c'est Moni El-Kaïm, mais je vous en ai tellement souvent parlé maintenant. Parce que je trouve que cette question, elle est centrale en fait en thérapie, c'est comment est-ce que je peux être rigoureux sans être objective en fait. Parce que c'est possible, je peux être rigoureuse dans mon travail de thérapeute sans être objective. Mais pour ça, un élément, une clé de compréhension de comment, c'est en comprenant que j'en fais partie, à ma place de thérapeute, mais je fais partie. Je ne peux pas faire comme si j'étais que spectateur. Et en fait, c'est génial. En fait, quand on réalise ça, mais on peut s'utiliser pour le travail thérapeutique. Et en fait, ça me dérange. Mais ça, c'est parce que je suis systémicienne. Hein. Il y en a d'autres qui travailleraient ça très très bien en psychanalyse. C'est parce que moi, je vois le monde comme ça. Donc du coup, ça me dérange. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison et qu'ils ont tort. Absolument pas, vraiment pas.
Mais moi, ça vient me... ça me dérange. Et du coup, je suis là, mais... à chaque fois, il revient avec ça. Et à chaque fois, elle lui renvoie qu'il est décalé, en fait. Et du coup, elle amène de l'intimité, elle amène des choses comme ça. Peut-être, ce serait une hypothèse à vérifier, bien sûr, de nouveau. Peut-être pour lui rappeler qu'il fait partie du truc, en fait. J'aurais vraiment super envie de parler de ça avec un psychanalyste pour avoir de l'information, des choses que je comprends pas. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui m'échappent d'un point de vue psychanalytique. Mais le pire, c'est que je n'ai rien eu besoin de faire. J'ai pas eu à regonfler vos poumons avec ma bouche ou à vous frictionner la peau pour vous faire remonter la température, ni même à réamorcer votre cœur avec mes mains. J'ai juste eu à rentrer ici. Et ma simple présence a suffi à vous ressusciter. Ok, donc là, les hypothèses qui s'imposent, vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'elle espère ressusciter son père, qu'elle espère ressusciter sa mère. Son père qui est peut-être pas mort physiquement, mais qui est mort psychiquement. Au travers du j'ai failli dire du patient, lapsus. Du patient, j'allais dire en parlant de Monsieur Philippe. Pourquoi j'arrive pas à retenir son nom de famille, mais je retiens son prénom. C'est pas grave. Et bon, elle est chirurgienne, etc. Ressusciter des gens, c'est intéressant, quoi. Il y a des liens qui se font, donc... Et... Je n'appuie pas sur play tout de suite parce que j'ai une autre idée qui me vient. Ça me rappelle ce qu'on nous dit tout le temps en tant que psy, mais encore plus souvent en tant que thérapeute familial, c'est que on peut pas sauver sa propre famille, en fait. Et j'avais Edith Colbetter, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était aussi ma prof à l'UNIF, qui nous avait dit que on voulait tous, en fait, sauver notre famille, ou sauver un membre de notre famille quand on devenait psy. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit, mais non, c'est quoi ces conneries? Pas du tout, enfin, j'avais pensé ça. Et finalement, plus on fait un travail sur soi, plus on réalise qu'il y a ce genre de choses, évidemment. On a quelque chose de l'ordre du sauveur, on a quelque chose où on est sensible à aider les autres. Et je suis en train de me dire que c'est intéressant parce qu'on parlait de place, on parlait de position, etc. et de rôle. Et là, elle est en train de lui dire qu'elle est sa patiente et que lui, très certainement, il est psy. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'il a envie de sauver les gens quand même. Et que c'est pas lui, finalement, le patient là-dedans, mais que c'est... Enfin, je vais y arriver. Que c'est pas elle le patient là-dedans, c'est lui le patient. Que quand elle l'a vu, il était mort et que maintenant, elle veut le sauver. Vous me suivez ? C'est intéressant au niveau des places, c'est intéressant au niveau de cette lutte de pouvoir qui se joue depuis tous ces épisodes. C'est intéressant qu'il était dans de la lutte de pouvoir, c'est-à-dire celui qui peut, avec sa superviseuse, et qu'il ait abordé le sujet de la thérapie d'Ariane là. Vous voyez un peu les échos que ça se fait les uns avec les autres, voire les résonances, parce que c'est pas très conscient. Donc tu dis, j'allais justement suggérer que c'est comme si les rôles s'inversaient et qu'elle était en train de l'analyser ou voir juste dans son lui intérieur. Ça aurait été intéressant de prendre le temps de voir ses réactions à ça. Totalement. Tout à fait. Je te rejoins. Vous voyez, vous rougissez. Ah, l'esprit peut bien faire ce qu'il veut, mais le sang ne ment pas. Je suis désolé parce que... Non, mais je m'attendais à cette réaction. Alors, ça, je suis pas d'accord. Vous pouvez rougir et il peut y avoir un milliard de raisons au fait de rougir. C'est de l'interprétation, ça n'a pas nécessairement de sens. Comment cela pourrait-il Mais ça lui permet de prendre le pouvoir dans cette relation. arriver à un homme comme vous, d'un professionnalisme à toute épreuve? Simplement, il s'est passé quelque chose. Et moi, je le sais. Et vous le savez aussi très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Vous et moi,
Mes pensées tendues vers vous tout le reste de la semaine et les vôtres qui n'attendent qu'à être dimanche soir. Parce que vous savez que le lendemain matin, vous me verrez. On devrait s'arrêter là et en reparler la semaine prochaine. Je regrette d'être aussi lâche. J'aurais un petit peu plus de courage, je me serais penchée vers vous et je vous aurais embrassé. Pour vous prouver que j'ai raison. C'est dommage que vous soyez aussi lâche que moi. Et avant de partir, je vais vous demander une dernière chose. Puisque maintenant je vais me marier, j'aimerais que vous me répondiez avec honnêteté. Parce que je crois que vous me devez au moins ça. Dites-moi. Est-ce que vous avez du désir pour moi? Je n'ai qu'un seul désir, c'est de mener cette analyse avec vous jusqu'au bout. Bon, quand elle fait ça, et c'est la dernière chose, je pense, dont on parlera aujourd'hui, elle le met dans une double contrainte, c'est-à-dire que elle le met dans une position, elle lui fait une demande à laquelle il ne peut pas répondre de manière juste de là où il est. S'il dit oui, j'ai du désir pour vous, c'est pas une bonne réponse en fait. On pourrait croire que c'est une réponse juste, mais non, puisqu'il est dans une position de thérapeute. Donc il taperait à côté. S'il répond non, ce qu'il a plus ou moins fait, il répond à côté aussi parce qu'il ne répond pas au niveau de la relation. Il répond au niveau du cadre, je dirais. Mais on pourrait en discuter très longuement. On pourrait faire une dissertation sur ces 15 secondes. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait ça. Et c'est eux qui ont... Je pense à eux, c'est eux qui ont parlé de la double contrainte. En anglais, c'est le double bind. Je vous invite à regarder. Il y a une page Wikipédia là-dessus, très 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 bien expliquée. Où ils ont analysé, c'était très très peu, une minute max, d'une relation entre une mère et son fils, je crois. Ça remonte à longtemps, les détails, moi j'ai pas une très bonne mémoire. Mais en gros, ça parle de ces moments où on met les gens dans des situations où ils peuvent pas répondre justement en fait. Ils sont de toute façon à côté. Et l'exemple classique, c'est... je me remets mes idées en place. C'est la mère qui achète... oui, c'est l'exemple que j'ai entendu dans ma formation la semaine dernière, c'est pour ça qu'elle est bien fraîche dans ma tête. C'est la mère qui achète 2 cravates pour l'anniversaire de son fils, une verte et une rouge. Et la semaine suivante, le fils arrive chez sa mère avec la cravate verte et sa mère lui dit ah, je savais que tu n'aimais pas la rouge. Donc quoi qu'il ait fait, qu'il ait répondu, enfin qu'il ait porté la verte ou la rouge, ou qu'il en ait porté aucune, il aurait eu la mauvaise réponse. Et donc souvent, ce qu'on dit en systémique, c'est que du coup la réponse, la réponse qu'on trouve, c'est la réponse de l'ordre de la folie. Alors ça, on le voit pas ici, mais ce serait par exemple de porter les deux. Donc dans cette blague-là. Je ne sais pas si ça vous parle, cette question de double bind. Moi, je la trouve extrêmement intéressante et super présente. Alors souvent aussi dans le milieu du travail, on est comme ça face à des choix impossibles. Ou par exemple, vous avez votre cadre qui vous demande de faire un travail d'une certaine manière, sauf que si vous le faites de la manière que lui veut que vous le fassiez, du coup, vous le faites plus bien. Ça rentre un peu dans l'idée du double bind parce que du coup, vous êtes coincé en fait, des deux côtés. Yes! J'ai mis 45 minutes de plus que ce que j'avais prévu, mais on l'a fait. On a fait les 2 épisodes. Je vais clôturer avec l'enregistrement pour YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère avoir vos retours en commentaire, vos réactions. Si vous avez l'impression que je raconte des bêtises, vous êtes les bienvenus pour me le dire. Vraiment.
Je ne considère pas être la grande spécialiste de rien du tout. Déjà, je suis la grande spécialiste de rien. Mais je ne suis pas une spécialiste de la psychanalyse. Je ne m'y connais pas plus que ce que j'ai vu à l'UNIF. Bon, à l'UNIF où j'ai été, on nous a beaucoup parlé de psychanalyse. L'UNIF commence à remonter aussi. Donc moi, j'essaie de vous décrypter la série, les épisodes, avec les lunettes que j'ai aujourd'hui, maintenant et ici, finalement, qui sont très très fortement teintées de systémique, mais qui détiennent absolument pas la vérité absolue. D'ailleurs, que vous soyez psychanalyste ou pas, que vous soyez simple spectateur, que vous ayez envie de vous commenter, envie de me dire ce que vous avez pensé de mes réactions ou simplement de l'épisode de la série des personnages, vous êtes totalement les bienvenus, on en discute en commentaire. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tous les liens sont en description. Bisous!